Au cœur de la paisible ville de Montauban, où ses rues pavées et ses maisons basques évoquent le souvenir de la France d'antan, Philippe Labro est né le 27 août 1936. Il a grandi dans une famille de la classe moyenne, troisième des 4 frères et 3 sœurs de Jean-François et Henriette Labro, honorés juste parmi les nations, pour avoir caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours d'une carrière de plus de 6 décennies, Philippe Labro a été non seulement journaliste, écrivain, réalisateur, mais aussi parolier, animateur de télévision et une figure influente de la culture française. Il a épousé Françoise Coulon, scénariste, en 1978 et a eu 3 enfants, Clarisse, Jean et Valérie. Mais derrière l'éclat de sa carrière et de sa célébrité, sa vie était une mosaïque de joie, de tristesse et de profonds secrets. Philippe Labro s'est éteint le 4 juin 2025, laissant derrière lui un immense héritage, mais aussi beaucoup de larmes et d'histoires inédites. La plus grande tristesse de Philippe Labro, comme il l'a confié dans son livre Tomber 7 fois, Se relever 8, 2003, n'était pas ses échecs professionnels ni la pression des projecteurs, mais son combat intérieur contre la dépression qui le rongeait silencieusement depuis des années. Labro, homme qui paraissait toujours fort, confiant et plein d'énergie, a dû affronter les zones d'ombre de son âme, où il se sentait piégé dans un tunnel sans issue. Dans son livre, il décrit les jours où il se réveillait vide, où tous ses succès lui semblaient dénués de sens, et où les souvenirs douloureux de son enfance et les pressions de la vie moderne pesaient lourdement sur lui. Il y avait des jours où j'avais l'impression de ne plus être moi-même, écrit-il, comme si je regardais un inconnu dans le miroir. Cette tristesse avait de multiples origines. Elle était en partie liée à son enfance à Montauban, où il a été témoin des tensions de la Seconde Guerre mondiale, malgré le courage de sa famille qui a caché des Juifs dans le sous-sol de la Villa Horizon. L'image d'un officier SS occupant le premier étage de la maison, tandis que la famille juive se cachait au sous-sol, laissa au jeune Philippe une profonde impression quant à la fragilité de la vie. Il raconta dans Le Petit Garçon, 1990, qu'il restait allongé dans son lit, à l'affût des bruits furtifs provenant du sous-sol, se demandant si sa famille serait découverte. Cette peur, bien que jamais exprimée publiquement, s'inscrivit dans ses souvenirs d'enfance, une ombre qu'il porta en lui toute sa vie. De plus, Labro porta en lui la tristesse de la solitude durant ses années de travail acharné. En quête constante de sens à la vie, il se sentait souvent perdu face à son succès superficiel. Dans une interview au Monde en 2017, il avoua avoir parfois ressenti une certaine déconnexion avec ses proches, dont sa femme et ses enfants. Il décrivit dans L'étudiant étranger, 1986, le sentiment d'aliénation qu'il éprouvait au milieu d'une foule, un sentiment qu'il éprouvait même au sommet de sa carrière. Cette tristesse fut aggravée par la disparition d'amis proches, comme le réalisateur Jean-Pierre Melville, et par le déclin de valeurs qui lui étaient chères, comme la liberté d'esprit et la sincérité artistique. Enfin, sa plus grande tristesse résidait dans le regret de ne pas avoir pu remporter de prestigieux prix littéraires comme le prix Goncourt, alors qu'il avait été 2 fois un sérieux prétendant pour Un été dans l'Ouest, 1988, et Le Petit Garçon, 1990. Pour celui qui avait toujours aspiré à être reconnu comme un écrivain sérieux, se voir refuser ses prix était une blessure déchirante, même s'il s'efforçait toujours de la dissimuler sous un air optimiste et le célèbre dicton « Tomber 7 fois, se relever 8 ». La carrière de Philippe Labro est longue et variée, mêlant journalisme, littérature, cinéma, télévision et musique, ponctuée de succès éclatants et d'échecs mémorables. Issu d'une famille d'érudits, il manifeste très tôt une passion pour la littérature et le journalisme. À 15 ans, il remporte un concours d'écriture et devient rédacteur en chef du Journal des Jeunes, des débuts modestes mais prometteurs. À 18 ans, il obtient une bourse Zelidja pour étudier à l'université Washington and Lee, en Virginie, aux États-Unis, une expérience qui bouleverse sa vision du monde. Ces mois passés au sein du service des forêts des États-Unis dans le Colorado, au milieu des hommes forts
et du style de vie sans compromis de l'Ouest américain lui inspirent un sentiment de résilience et de liberté, thèmes qui transparaîtront plus tard dans son œuvre. De retour en France, Labro débute sa carrière de journaliste à Europe 1, 1957, Marie-France, 1958 à 1959, et France Soir, 1959, où il s'impose rapidement grâce à ses reportages percutants. L'un des moments les plus marquants de sa carrière de journaliste fut son séjour à Dallas le 22 novembre 1973 pour couvrir l'assassinat du président John F. Kennedy. Seul correspondant français sur place, il rencontra Jack Ruby quelques jours avant que ce dernier n'abatte Lee Harvey Oswald, événement qui lui valut d'être convoqué pour une interview par la commission Warren. De cette expérience naît le livre « On a tiré sur le président » 1964, une œuvre mêlant journalisme et autobiographie qui marqua sa première percée littéraire. Dans les années 1960, Labro continua de s'imposer dans le journalisme et la télévision. Il coproduisit l'émission Caméra 3 sur l'ORTF 1964 à 1968, collabora au Journal du Dimanche 1965 à 1972 et à Paris Match 1971 à 1988. À partir de 1979, il devint rédacteur en chef de RTL, puis vice-président 1992 et directeur général adjoint 1996. De 1985 à 2000, il a été directeur des programmes de RTL, façonnant le style moderne et dynamique de la station. En 2005, il a cofondé la chaîne de télévision Direct 8, devenue C8, avec Vincent Bolloré, où il a animé l'émission Langue de bois s'abstenir, rebaptisée plus tard L'essentiel chez Labro, jusqu'à sa disparition en février 2025. En littérature, Labro est l'auteur de plus de 20 livres, dont des romans, des autobiographies et des essais. Son ouvrage L'étudiant étranger, 1986, relatant ses années d'études aux États-Unis, lui a valu le prix Interallié, l'une des plus prestigieuses distinctions littéraires françaises. Ce livre, qui allie fiction et essai, a été traduit dans plus de 20 langues et a reçu un accueil favorable aux États-Unis sous le titre L'étudiant étranger. Un autre ouvrage, Le petit garçon, 1990, relatant son enfance à Montauban, est l'un de ses livres les plus appréciés, bien qu'il n'ait pas remporté le prix Goncourt espéré. Tombé 7 fois, se relever 8, 2003, confession poignante de son combat contre la dépression, est devenu une source d'inspiration pour de nombreux lecteurs confrontés à des difficultés similaires. Au cinéma, Labro a réalisé 7 films, notamment L'Héritier, 773, avec Jean-Paul Belmondo, un thriller d'action sur un héritier médiatique inspiré par l'assassinat de Kennedy. Le film a connu un énorme succès au box-office et a été salué pour son style américanisé, influencé par son ami proche Jean-Pierre Melville. D'autres films comme Sans mobile apparent, 7071, avec Jean-Louis Trintignant, et Rive droite, Rive gauche, 4084, avec Gérard Depardieu, ont également été très appréciés, bien qu'il n'ait pas eu la même influence que L'Héritier. De plus, Labro était également un parolier talentueux, composant pour des artistes tels que Johnny Hallyday, Oh, ma jolie Sarah, Mon Amérique à moi, Jane Birkin et Eddie Mitchell. Cependant, sa carrière ne fut pas exempte d'échecs. Le film Le hasard et la violence, 1974, ne remporta pas le succès escompté, notamment faute de collaboration avec son scénariste habituel, Jacques Lanzmann. En littérature, ces 2 échecs au prix Goncourt, 1988 et 1990, furent un choc immense, le poussant à remettre en question sa valeur d'écrivain à maintes reprises. À la télévision, l'émission Ombre et Lumière sur France 3, 2001 à 2006, pourtant populaire, ne rencontra pas l'audience escomptée, lui causant parfois des déceptions. Ces échecs, bien que douloureux,
lui apprirent à se relever après chaque chute, gardant toujours à l'esprit la philosophie « 7 chutes, 8 relève-toi ». Les efforts de Labro au cours de sa carrière le faisaient souvent pleurer. Il confiait à C8, lors d'une interview en 2020, qu'il y avait des soirs où il s'asseyait seul dans son bureau à RTL, relisant de vieux articles ou scénarios de films, et pleurait parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir fait assez pour transmettre les histoires qu'il voulait raconter. Un moment particulièrement déchirant se produisit en 1988, lorsqu'un été dans l'Ouest ne remporta pas le prix Goncourt. Il avait passé des années à écrire ce livre, inspiré par ses expériences aux États-Unis, et cet échec lui donna le sentiment d'avoir déçu ceux qui avaient espéré en lui. Une autre fois, alors qu'il préparait l'essentiel chez Labro en 2024, il fit une chute sur Europe 1, se blessant gravement. Malgré la douleur, il continua à travailler, mais sa femme, Françoise, révéla plus tard qu'il pleurait à l'hôpital, non pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'il sentait qu'il perdait la force de vivre sa passion. La vie de Philippe Labro, pourtant remplie de succès, prit fin dans une profonde tristesse lorsqu'il décéda le 4 juin 2025 à la Pitié-Salpêtrière à Paris, des suites d'un cancer du cerveau diagnostiqué en avril de la même année. Son décès fut non seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une époque dans la culture et les médias français. Dans les derniers mois de sa vie, Labro savait que son temps était compté, mais il parvint néanmoins à achever son dernier livre, Deux vrilles sur la 5e avenue, récit de souvenirs américains et de réflexions sur la vie. Cependant, il ne le vit pas publié, ce qu'il décrivit comme son plus